L'être humain est depuis toujours fasciné par les récits. La première œuvre écrite connue à ce jour est l'épopée de Gilgamesh, écrite il y a 4500 ans. Et on pourrait remonter encore plus loin. Je pourrais vous parler des fresques préhistoriques, vous parler des anciens mythes. Mais ce que je cherchais réellement à comprendre dans cette vidéo, c'était pourquoi nous étions autant fascinés par la fiction. Car il est indéniable de voir qu'autour de nous aujourd'hui, les récits perdurent, en art, en marketing, en politique, en publicité. Car les récits sont dotés d'une particularité qui leur est propre, particularité qui s'avère être probablement l'un des outils psychologiques les plus puissants de notre monde. Déjà pour commencer, il faudrait qu'on explique ce que c'est qu'un récit. Le récit, dans son concept le plus simple, rapporte des faits, qu'ils soient imaginaires ou réels. Le récit, c'est donc le dernier épisode de One Piece, mais aussi une simple discussion entre amis. Dans le contexte des récits quotidiens, votre cerveau vient simplifier ces histoires, afin qu'elles vous paraissent moins chaotiques. Pour faire plus simple, voilà votre cerveau. Pour faire gros, celui-ci marche comme un ordinateur. Il traite les informations et réorganise ce qu'il y a de plus important. Puis il vient compléter les informations qui pourraient manquer, car votre cerveau a une horreur absolue du vide. Par exemple, si je vous montre cette vidéo, cette courte animation a été réalisée en 1944 par les deux psychologues Fritz Heider et Marianne Simmel. Elles peuvent vous sembler banales au premier abord, mais peut-être que vous y avez décelé une histoire, un récit s'y déroulait. Et pourtant ce ne sont que des figures géométriques. Tout simplement car votre cerveau a comblé le vide. Il a réorganisé les idées pour créer un récit qui sera plus simple à comprendre, afin de créer du sens. Car votre cerveau préférera parfois une idée fausse qu'une incertitude. Même face à une situation chaotique, notre esprit impose une narration, afin d'éviter la paralysie ou le stress intense. C'est une réaction naturelle de notre cerveau pour nous pousser à notre survie. Et c'est un réflexe purement naturel, s'étant développé durant notre évolution. Tout comme vous avez déjà dû entendre que le cerveau déteste le changement, car nos ancêtres n'avaient pas le droit à l'erreur. Et c'est ce réflexe de précaution qui a joué un rôle clé dans notre survie. Et en parlant d'évolution, il y a une théorie qui a attiré toute mon attention. Il y a bien une hypothèse aujourd'hui qui pourrait nous expliquer notre fascination pour la fiction, mais aussi expliquer plus en profondeur le fondement de nos récits et de nos croyances. C'est la théorie de l'homo narrans, qui s'oppose à l'homo sapiens, l'homme qui sait. C'est une théorie qui a été proposée par Walter Fisher dans les années 80. À travers sa théorie, Fisher cherchait à faire comprendre que l'être humain était un conteur d'histoire, qu'un individu ne se construisait pas uniquement sur des arguments ou des preuves factuelles. La théorie a permis de réévaluer le rôle du récit. Elle met la narration comme un point central de notre évolution et de notre survie. Nous ne sommes pas des êtres purement rationnels. Il peut parfois s'avérer facile de croire en des histoires qui sonnent vraies. C'est notamment pour ça que certaines sectes arrivent à faire gober des histoires, ou des complots. Ces histoires-là, par exemple, permettent une compréhension du monde qui est beaucoup plus simple, et qui apporte un sens à des gens perdus. Mais ça va en réalité encore plus loin. Jonathan Gottschall, chercheur spécialisé dans la littérature et l'évolution, explique dans son ouvrage que le récit a un aspect plus social qu'il n'y paraît. Selon cette théorie de Gottschall, les récits les plus captivants sont ceux dotés d'une morale, permettant ainsi de hiérarchiser ce qui est moral et non moral. Les histoires créent des références communes, nous aident à créer une cohésion sociale, une identité collective, et cela participe au maintien de notre société, et ce grâce à la création de valeurs communes.
Les nations créent des récits structurés, une histoire commune à un peuple qui permet de créer une identité collective. Les histoires donnent du sens au réel, ordonnent le monde chaotique qui nous entoure. L'historien Yuval Noah Harari pousse l'hypothèse encore plus loin. Selon lui, l'une des plus grandes révolutions de l'être humain est le développement de la fiction partagée. La fiction partagée, c'est une croyance commune. C'est croire en quelque chose qui n'existe pas matériellement, mais auquel tout le monde croit. Ce billet, par exemple, n'est qu'un bout de papier, mais on lui accorde une valeur. Et cette croyance nous permet de faire fonctionner l'économie. Et il en va de même pour les droits de l'homme. Ce n'est pas une loi typiquement biologique. Ce sont des valeurs et des lois communes à notre société pour nous aider à mieux vivre entre nous. Une nation fonctionne grâce à la fiction partagée, permettant de créer une coopération à grande échelle. Ce serait cela qui nous permettrait de créer des sociétés complexes, de nous unir et de continuer à faire croître notre espèce. Nous vivons ainsi dans un monde non pas chaotique mais organisé. Ainsi, le développement du récit dans notre évolution serait un point essentiel, car il aurait permis, grâce aux religions, à la culture, d'unir des êtres conscients autour de mêmes valeurs, d'unir des individus autour d'une même identité, et ainsi créer des sociétés. C'est une théorie qui fait un peu rêver. Imaginer la fiction comme un point fondamental de notre existence est un peu magique, mais je ne peux pas passer à côté des critiques faites à cette théorie. La théorie selon laquelle le cerveau façonne des récits en permanence est plutôt acceptée en psychologie et en neurosciences, et il y a de fortes chances que cette caractéristique soit apparue lors de notre évolution. En revanche, la théorie de l'homo narrans est vivement plus critiquée. Déjà parce qu'on considère que cette théorie est trop simpliste, qu'elle ne comprend pas la complexité humaine dans son entièreté. Et ça, c'est sans parler de l'attrait de Yuval Noah Harari pour le transhumanisme, et qu'il ferait usage de solipsisme. Mais également parce qu'il y a d'autres théories, tentant de remettre en question le terme d'homo sapiens. Et cela démontre un enjeu qui est important. Définir ce que nous sommes réellement est bien plus complexe, surtout que nous n'avons pas cessé d'évoluer. Il y en a même certains qui aimeraient nous renommer Homo Deus, pour Dieu. L'idée derrière ces propositions est de proposer une revalorisation de certains idéaux. Nous renommer Homo narrans, ça serait remettre au centre l'histoire et la culture, mais ça serait mettre de côté notre capacité à raisonner de façon mathématique, et de mettre de côté la science. Renommer l'Homo sapiens, en fait, c'est une question philosophique, et ça pose des questions de qui sommes-nous, où allons-nous, des questions qui nous mènent une fois de plus face à notre existence, et de ce qu'on doit faire de ces connaissances. Alors ok, c'est bien beau tout ça, mais ça ne répond pas à ma question. Et si la psychologie et la biologie ne peuvent pas répondre de façon claire à ma question, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui. Avec le bordel vacant qui se profile, la fiction, tout comme le cerveau, vient ordonner le chaos. Et dans un monde toujours plus anxieux, la fiction devient une réalité alternative, plus tangible que le réel. Elle devient politique quand il le faut, vient retourner des idéaux déjà établis, pour apporter de nouvelles idées politiques, devenant parfois même un point d'influence important. Mais les fictions deviennent aussi des véritables religions, permettent d'établir des groupes, des communautés. On s'identifie tellement à certains personnages qu'ils deviennent parfois une part de nous, nous remettant même en question sur notre propre vie. On verse des larmes pour des fantômes. On dort mieux la nuit après une fin heureuse. Et je pense que c'est là que réside notre vraie fascination pour la fiction. Elle nous permet de vivre 1000 vies, de nous questionner sur notre propre existence, sur notre identité, mais aussi parfois d'échapper à la réalité absurde. Donc qu'elle soit expliquée biologiquement ou pas, peu importe. Car l'art en règle générale nous apporte des connaissances, nous rend plus empathiques, nous permettent de mieux saisir le réel, mais surtout de nous faire rêver. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Tipeee ou en vous abonnant à cette chaîne. Sur ce, on se revoit vite.